Chapitre 26. Sviajski était maréchal de la noblesse de son district. Il avait 5 ans de plus que Levin et était marié depuis longtemps. Sous son toit vivait sa belle-sœur, jeune fille très sympathique. Levin savait que Sviajski et sa femme désiraient beaucoup la lui voir épouser. Il le savait comme les jeunes gens à marier savent ces choses-là, sans que personne ne fût jamais risqué à lui en parler. Mais il savait aussi que, malgré son désir de se marier, et bien que tout permît de croire que cette fille charmante ferait une femme parfaite, il pouvait aussi peu l'épouser, même s'il n'avait pas été amoureux de Kitty Shcherbatsky, que s'envoler dans les airs. Cela empoisonnait un peu le plaisir qu'il espérait trouver à sa visite chez Sviajski. Lorsqu'il avait reçu la lettre de son ami l'invitant à la chasse, Levin avait tout de suite pensé à cela. Mais il s'était dit que les vues de Sviajski avaient sur lui... il s'était dit que les vues que Sviajski avait sur lui n'étaient, de sa part à lui, Levin, qu'une supposition sans fondement, et il était parti tout de même. En outre, au fond de son âme, il désirait s'éprouver au contact de cette jeune fille. La vie de famille de Sviajski était des plus agréables. Et Sviajski lui-même, le type d'administrateur provincial le plus intéressant que Levin eût jamais connu. Sviajski était un de ces hommes qui étonnaient toujours Levin. Ses idées, parfaitement logiques, quoique peu personnelles, suivaient leur chemin tandis que sa vie, très nettement orientée, en suivait une autre. Absolument indépendant et presque toujours opposé. Sviajski était très libéral. Il méprisait la noblesse et estimait que la plupart des nobles restaient hostiles à l'émancipation des serfs sans oser l'avouer. La Russie, selon lui, était un pays perdu, dans le genre de la Turquie. Quant à son gouvernement, il était tellement exécrable qu'il ne s'abaissait même pas à le critiquer sérieusement. En même temps, c'était un maréchal de la noblesse modèle, et jamais il ne voyageait sans sa casquette à cocarde et à galon rouge. Il assurait que la vie n'était possible qu'à l'étranger, et, de fait, il y partait chaque fois que cela lui était possible. Mais il dirigeait en Russie une exploitation très complexe et très perfectionnée, dont il suivait les progrès avec grand intérêt, et savait tout ce qui se passait en Russie. Le paysan russe représentait pour lui un intermédiaire entre l'homme et le singe. Mais, pendant les élections, c'était aux moujiks qu'il serrait la main le plus volontiers, et c'était eux qui l'écoutaient avec le plus de plaisir. Il ne croyait ni à Dieu ni à diable, mais était très soucieux d'améliorer le sort du clergé et de réduire le nombre de paroisses, tout en faisant des démarches pour conserver celle de son village. Il était partisan d'une entière liberté pour les femmes et défendait en particulier leur droit au travail. Tous admiraient la bonne entente qui régnait entre lui et sa femme. Il n'avait pas d'enfant, et cependant, il avait organisé la vie de sa femme de telle sorte qu'elle ne faisait rien et ne pouvait rien faire, si ce n'est discuter avec son mari de la façon de passer le temps le plus gaiement possible. Si Levin n'avait eu la faculté de s'expliquer les gens par leur bon côté, le caractère de Sviajski ne l'aurait nullement embarrassé. Il se serait dit « c'est un imbécile ou une fripouille », et tout aurait été clair. Mais il ne pouvait dire que c'était un imbécile, parce qu'incontestablement, Sviajski était non seulement très intelligent, mais très cultivé, et très simple en dépit de sa culture. Il n'y avait pas de sujet qu'il ne connût, mais il ne montrait ses connaissances que lorsqu'il y était obligé. Levin pouvait encore moins dire que c'était une fripouille, car Sviajski était indubitablement un homme capable, honnête et bon, qui accomplissait gaiement, fidèlement
une œuvre hautement appréciée de tous son entourage, et qui, à coup sûr, n'avait jamais commis, ni ne pourrait jamais commettre délibérément une mauvaise action. Levin s'efforçait de le comprendre sans y parvenir, et considérait son ami et sa vie comme une énigme vivante. Comme ils étaient en bons termes, Levin s'était permis de poser des questions à Sviajski, d'essayer de parvenir au fondement même de sa conception de l'existence. Mais cela avait toujours été vain. Chaque fois que Levin avait tenté de pénétrer plus loin que les pièces de réception de l'esprit de Sviajski, ouvertes à tous, il avait remarqué que Sviajski perdait légèrement en contenance. Une frayeur à peine perceptible se voyait dans son regard, comme s'il eût craint que Levin ne le comprît, et il se dérobait avec une répartie cordiale et enjouée. Après ces désillusions, Levin était particulièrement heureux d'aller faire ce petit séjour chez les Sviajski. Sans parler du plaisir que lui procurait la vue de ces heureux tourtereaux, contents d'eux et de tout le monde, et de leur home confortable, il voulait, maintenant qu'il se sentait si mécontent de sa vie, pénétrer en Sviajski jusqu'à ce secret qui lui donnait tant de clarté, de précision et de gaieté. En outre, Levin savait que des propriétaires du voisinage venaient chez Sviajski, et cela l'intéressait, surtout en ce moment, de discuter de toutes ces questions. Récolte, louage d'ouvriers, etc. Qu'il est de bon ton, il le savait, de juger tout à fait terre à terre, mais qui lui paraissait maintenant seule importante. Peut-être que cela n'avait pas d'importance du temps du servage, ou peut-être cela n'en a-t-il pas en Angleterre. Dans les deux cas, les conditions sont déterminées. Mais chez nous, où tout est sans dessus-dessous, et commence seulement à rentrer dans l'ordre, la remise en marche est le seul problème important de la Russie, songeait Levin. La chasse déçut les espérances de Levin. Les marées étaient à sec, et les bécassines doubles absentes. Après avoir marché tout le jour, il ne rapporta que 3 pièces de gibier, mais aussi un appétit solide, une humeur excellente et cette exaltation intellectuelle qui accompagnait toujours chez lui l'exercice physique. Même à la chasse, alors qu'il croyait ne penser à rien, le souvenir du vieillard et de sa famille lui revenait tout à coup, et cette réminiscence exigeait de lui non seulement de l'attention, mais la solution d'un problème qui le concernait. Le soir, pendant le thé, en présence de 2 propriétaires, venus pour une question de tutelle, s'engagea cette conversation intéressante qu'attendait Levin. Levin était assis à la table à thé, à côté de la maîtresse de maison, et devait s'entretenir avec elle et avec sa belle-sœur, assise en face de lui. La maîtresse de maison était une femme de petite taille, blonde, avec un visage rond, creusé de fossettes, tout rayonnant de sourire. Levin essayait de trouver à travers elle la solution de l'énigme que lui présentait son mari, mais il n'avait pas l'esprit entièrement libre. Il se sentait affreusement mal à l'aise. Cette gêne lui venait de la présence, en face de lui, de la jeune belle-sœur, dans une robe étrange, revêtue à son intention, pensa-t-il, avec un décolleté en forme de trapèze. Ce décolleté quadrangulaire, quoique la poitrine qu'il laissait voir fût très blanche, ou peut-être précisément parce qu'elle était très blanche, ôtait à Levin sa liberté de penser. Il s'imagina, sans doute à tort, que ce décolleté avait été exécuté à son intention, ne se reconnaissait pas le droit d'y porter les yeux et s'efforçait de ne pas le regarder. Mais il se sentait coupable du fait même que ce décolleté existait. Il lui semblait qu'il trompait quelqu'un, qu'il lui fallait expliquer quelque chose, mais que c'était impossible. Il rougissait à tout propos, se sentait inquiet et malheureux.
Ce malaise se communiqua à la jolie belle-sœur. La maîtresse de maison semblait ne rien remarquer et entraînait comme à dessein sa sœur dans la conversation. Vous dites, poursuivait-elle, que mon mari se désintéresse de tout ce qui est russe. Au contraire, il est gai à l'étranger, mais jamais autant qu'ici. Ici, il se sent dans sa sphère, il a tant à faire, et il a le don de s'intéresser à tout. Ah, vous n'êtes pas allé voir notre école? Si, je l'ai vue, la petite maison recouverte de lierre. Oui, c'est l'œuvre de Nastia, dit-elle en montrant sa sœur. C'est vous qui y faites les cours? Demanda Lévin, en s'efforçant d'éviter le décolleté, mais en sentant que, tant qu'il regarderait dans cette direction, il ne pourrait pas ne pas le voir. Oui, mais nous avons une excellente institutrice. Nous donnons aussi des leçons de gymnastique. Non merci, je ne veux plus de thé, dit Lévin, et sentant qu'il était impoli, mais qu'il n'avait plus la force de prolonger cet entretien, il se leva en rougissant. J'entends une conversation très intéressante, ajouta-t-il, et il s'approcha de l'autre bout de la table, près de laquelle étaient assis le maître de maison et les deux propriétaires. Sviazhsky était assis de côté, tripotant sa tasse d'une main, empoignant sa barbe de l'autre, la remontant jusqu'à son nez, puis la laissant retomber comme s'il en aspirait l'odeur. Il fixait ses petits yeux noirs brillants, un monsieur à moustache grise, fort réchauffé, et trouvait visiblement de l'amusement dans ses propos. Le propriétaire se plaignait des paysans. Lévin voyait clairement que Sviazhsky avait une réponse toute prête, qui eût d'emblée ôté tout sens aux propos de son hôte, mais que sa situation l'obligeait à se taire, et qu'il écoutait, non sans plaisir, les doléances comiques du propriétaire. Le vieux hobereau aux moustaches grises était de toute évidence un partisan du servage invétéré, passionné du travail de la terre. Lévin le devina à son habillement désuet, une redingote usée qu'il ne devait pas porter souvent, à ses sourcils froncés, à ses yeux spirituels, à son parler choisi, à un ton de commandement acquis visiblement par une longue pratique, et aux mouvements larges et énergiques de ses mains hâlées avec une alliance ancienne à l'annulaire. Chapitre 27. Si ce n'était le regret d'abandonner ce que j'ai commencé, la peine que j'ai prise, je planterais tout là. Je vendrais et je m'en irais, comme Nicolas Ivanovitch. Écoutez, la belle Hélène, dit le vieux gentilhomme, dont le visage intelligent était éclairé d'un sourire. Oui, mais vous n'en faites rien, dit Nicolas Ivanovitch Sviazhsky. C'est donc que vous y trouvez votre compte. J'y trouve mon compte parce que je vis chez moi, et parce qu'on espère toujours réformer les hommes. Mais c'est une ivrognerie, un désordre incroyable. À force de partager, il ne leur reste ni un cheval, ni une vache. Ils crèvent de faim. Si vous les embauchez comme ouvriers, ils n'ont de cesse qu'il n'ait mis le gâchis partout, et vont encore se plaindre au juge de paix. Mais vous aussi, vous pouvez vous adresser au juge de paix, dit Sviazhsky. Moi? Pour rien au monde. Cela n'aboutirait qu'à des parlottes. Regardez à l'usine. Les ouvriers ont pris les arrhes et sont partis. Qu'a fait le juge de paix? Il les a acquittés. Tout cela ne tient que par le tribunal de canton et l'ancien de la commune. Là, on vous rosse un homme comme dans le bon vieux temps. S'il n'y avait pas cela, ce serait à fuir au bout du monde. Le propriétaire disait cela visiblement pour taquiner Sviazhsky. Mais, Et, celui-ci non seulement ne s'en fâchait pas, mais s'en amusait.
Pourtant, ni moi, ni Lévin, ni monsieur, dit-il en désignant son autre invité, n'avons recours à de tels procédés. Oui, mais demandez à Michel Petrovitch comment il s'y prend. Est-ce là une exploitation rationnelle ? Dit le propriétaire, fier d'employer le mot rationnel. Pour moi, c'est très simple, dit Michel Petrovitch. J'en remercie Dieu. Toute la question est de trouver de l'argent à l'automne pour les impôts. Les moujiks viennent. Tire-nous de là, mon cher. Ce sont tous des voisins. J'ai pitié d'eux. Je leur avance le premier tiers, mais je leur dis « Souvenez-vous, les enfants, que je vous suis venu en aide. À votre tour de me donner un coup de main, quand ce sera nécessaire, pour semer l'avoine, rentrer le foin et moissonner. Et pour les redevances, on s'arrangera à l'amiable. C'est vrai qu'on trouve aussi, parmi eux, des gens sans conscience. » Lévin, qui connaissait depuis longtemps ces méthodes patriarcales, échangea un regard avec Schaski et interrompit Michel Petrovitch en s'adressant de nouveau au propriétaire à moustache grise. « Comment, à votre avis, doit-on mener maintenant une exploitation ?» lui demanda-t-il. « Comme Michel Petrovitch, ou partager moitié-moitié, ou affermer la terre aux paysans. C'est faisable, mais ce sont précisément ces procédés qui mènent le pays à la ruine. Dans les conditions où, à l'époque du servage, sous une bonne direction, la terre rendait 9 pour 1, elle rend maintenant 3 pour 1. L'émancipation a perdu la Russie. » Sviajkir jeta un regard souriant à Lévin et fit même un petit geste moqueur. Mais Lévin ne trouvait pas ses propos comiques. Il les comprenait mieux que Sviajski. La suite de l'argumentation de ce monsieur, qui démontrait que l'émancipation avait ruiné la Russie, lui parut même très juste, neuve et irréfutable. Le propriétaire exposait de toute évidence une idée personnelle, chose fort rare. Il n'avait pas été amené à cette idée par le désir d'occuper son esprit oisif. Elle était née des conditions même de sa vie passée dans la retraite de la campagne et dans la méditation. Vous constaterez que le progrès ne s'est jamais accompli que par la force, disait-il, désireux de montrer qu'il n'était pas dépourvu de culture. Prenez les réformes de Pierre, de Catherine, d'Alexandre. Prenez l'histoire de l'Europe. C'est encore plus vrai pour les réformes agraires. La pomme de terre elle-même a été introduite chez nous par la force. Nous n'avons pas toujours labouré à la charrue, on a dû l'imposer, peut-être dès l'époque des apanages, mais sûrement par la force. Au temps du servage, nous avons amélioré nos modes de culture. Nous avons toujours usé de notre autorité pour faire adopter les séchoirs, les vanneuses, le charriage du fumier et toutes les machines. Au début, les moujiks nous ont résisté, puis ils ont accepté nos méthodes. Maintenant que le servage est aboli et qu'on nous a enlevé notre autorité, notre agriculture, qui par endroits avait atteint un développement très poussé, va retomber à des formes primitives. C'est du moins ma conviction. Pourquoi donc ? Si votre exploitation est rationalisée, vous pouvez faire appel au travail loué, dit Sviajski. Je n'ai plus d'autorité. Qui me secondera ? Puis-je vous le demander ? Nous y voilà. L'ouvrier est le facteur essentiel de l'économie rurale, songea Lévin. Les ouvriers. Les ouvriers ne veulent pas travailler bien, ni surtout employer les machines. Notre ouvrier ne connaît qu'une seule chose, s'enivrer comme un porc. Et, une fois qu'il est ivre, il abîme tout ce que vous lui confiez. Il rendra son cheval malade en lui donnant à boire à contretemps, démolira son harnais neuf. Il troquera les bandes de fer de ses roues contre de l'alcool, introduira une cheville dans la batteuse pour la détraquer. Ce qui ne se fait pas suivant ses idées lui fait mal au cœur. C'est pour cela que le niveau de notre agriculture ne fait que baisser. Les terres sont abandonnées, envahies par les mauvaises herbes ou distribuées aux moujiks, et là où l'on produisait des millions de boisseaux,
on n'en produit plus que des centaines de milliers. La richesse publique diminue. S'ils avaient fait les mêmes réformes avec plus de circonspection, et ils commencent à développer un plan d'émancipation qui évitait ces écueils. Cela n'intéressait pas Lévin, mais lorsqu'il eut terminé, Lévin revint à sa première position et dit, en se tournant vers Sviajski et en s'efforçant de l'amener à formuler sa pensée secrète. Il est certain que le niveau de notre agriculture baisse et qu'étant donné nos rapports actuels avec les paysans, il nous est impossible d'introduire des méthodes rationnelles dans nos exploitations. Je ne trouve pas, repartit Sviajski, cette fois sérieusement. Tout ce que je vois, c'est que nous ne sommes pas capables de diriger une exploitation et qu'à l'époque du servage, nous étions encore plus arriérés. Nous n'avons ni machine, ni bétail, ni administration digne de ce nom. Nous ne savons même pas compter. Demandez à un propriétaire, il ne sait pas ce qui lui rapporte, ni ce qui lui cause du tort. La comptabilité en partie double, comme chez les Italiens, dit le propriétaire d'un air ironique. Vous avez beau recompter, si on vous a tout détérioré, vous ne trouverez pas de bénéfice. On ne peut tout détériorer. On détraquera vite votre méchante batteuse russe, mais non ma batteuse à vapeur. On fatiguera une rosse qui se laisse traîner par la queue, mais employer des percherons ou même des chevaux de train, ils se montreront plus résistants. Ainsi de tout. Il nous faut élever le niveau de l'agriculture. Encore faudrait-il avoir le moyen, Nicolas Ivanitch. Vous en parlez à votre aise. Moi, je dois payer les études de mon fils aîné à l'université, celles des plus jeunes au lycée. Je n'ai pas de quoi acheter des percherons. Il y a des banques pour cela. Pour voir mon bien s'en aller aux enchères? Non, non merci. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire ni possible d'élever encore le niveau de l'agriculture, dit Lévin. Je m'y consacre, j'en ai les moyens et je n'arrive à rien. Je ne vois pas à qui servent les banques. Pour ce qui est de moi, toutes les sommes que j'ai engagées dans mon exploitation ont été englouties en pure perte. Le bétail, perte sèche. Les machines, perte sèche. C'est juste, appuya le propriétaire aux moustaches grises, qui se mit à rire de contentement. Et je ne suis pas le seul, reprit Lévin. J'en appelle à tous ceux qui ont essayé de rationaliser les modes de culture. Tous, à de rares exceptions, en sont de leur poche. Vous-même, direz-vous que votre domaine est d'un rendement avantageux? Dit Lévin. Et aussitôt, il vit dans le regard de Sviajski cette fugitive expression de frayeur qu'il avait saisie lorsqu'il avait voulu le pénétrer plus loin que les pièces de réception. Cette fugitive expression de frayeur qu'il avait saisie lorsqu'il avait voulu pénétrer plus loin que les pièces de réception de l'esprit de Sviajski. En outre, Lévin n'était pas entièrement de bonne foi en posant cette question. La maîtresse de maison venait de lui dire, en prenant le thé, qu'ils avaient cet été-là mandé de Moscou un expert comptable allemand qui, pour 500 roubles, avait relevé les comptes de leur propriété et trouvé un déficit de 3000 et quelques roubles. Elle ne s'en rappelait pas au juste combien, mais le comptable avait pris en considération jusqu'au quart de kopek. Le propriétaire sourit à l'allusion au rendement de la propriété de Sviajski. Il savait visiblement quel profit son voisin et maréchal de la noblesse pouvait retirer de ces terres. « Ce n'est peut-être pas brillant, » répondit Sviajski, « mais cela prouve tout au plus que je suis un médiocre agriculteur, ou que je dépense mon capital pour augmenter la rente. »« Ah, la rente !» s'exclama Lévin avec effroi. « Elle existe peut-être en Europe, où le travail améliore la terre, mais chez nous, plus on la cultive, plus elle devient mauvaise. Il ne saurait y avoir de rente dans ces conditions. » « Il n'y a pas de rente, c'est pourtant la loi. » « Alors, nous sommes hors la loi. La rente, pour nous, n'explique rien.
Au contraire, elle embrouille tout. Non. Dites-moi, comment la théorie de la rente peut... Voulez-vous du lait caillé? Matcha, fais-nous apporter du lait caillé ou des framboises, dit Sviazhsky à sa femme. C'est extraordinaire ce que les framboises tiennent longtemps cette année. Sviazhsky se leva, d'excellente humeur, et s'éloigna, supposant apparemment que la conversation était terminée, alors que Lévin estimait qu'elle venait à peine de commencer. Privé de son interlocuteur, Lévin continua l'entretien avec le propriétaire, en s'efforçant de lui montrer que toutes nos difficultés venaient de ce que nous ne cherchions pas à connaître les qualités et les habitudes de l'ouvrier. Et le propriétaire, comme tous les gens habitués à réfléchir par eux-mêmes, était peu perméable à la pensée d'autrui et fort entiché de la sienne propre. Il insistait sur le fait que le paysan russe était un porc aimant à se conduire comme un porc, qu'on ne pouvait l'arracher à cet état que par la force, qui n'existait plus, ou par le bâton, mais que nous étions devenus tellement libéraux que nous avions remplacé le bâton millénaire par je ne sais quels avocats, et arrêté qui reconnaissaient à cette racaille malodorante le droit de se gaver de bonne soupe et lui attribuer tant de pieds cubiques d'air. Pourquoi pensez-vous, dit Lévin, qui essayait de revenir à la question, qu'on ne peut trouver tel rapport avec les ouvriers qui rendent le travail productif? Jamais on n'obtiendra du travail productif en Russie, faute d'autorité, répondit le propriétaire. Où peut-on trouver de nouvelles conditions de travail? Dit Sviazhsky, qui, après avoir mangé du lait caillé et fumé une cigarette, revenait prendre part à la discussion. Tous les rapports possibles avec l'ouvrier ont été définis et étudiés, dit-il. Ce reste de barbarie, la commune primitive avec la caution solidaire, tombe de lui-même. Le servage a été aboli, il ne reste que le travail libre, et ses formes ont été définies. Le manœuvre, le journalier, le fermier. Vous ne sortirez pas de là. Mais l'Europe est mécontente de ces formes. Oui, elle en cherche de nouvelles, et elle en trouvera, vraisemblablement. C'est justement ce que je voulais dire, répondit Lévin. Pourquoi ne chercherions-nous pas de notre côté? Parce que c'est tout comme si nous cherchions des procédés pour construire des chemins de fer. Ces procédés existent déjà. Mais ils ne conviennent pas à notre pays. S'ils sont absurdes, dit Lévin. Il décela à nouveau une lueur d'épouvante dans les yeux de Sviazhsky. Oui, c'est cela que nous avons trouvé ce que cherche l'Europe. Je connais la chanson, mais vous m'excuserez. Connaissez-vous tout ce qui a été fait en Europe sur la question ouvrière? Très mal. Cette question occupe aujourd'hui les meilleurs esprits. Il y a la tendance Schulz-Delitzsch, puis toute cette immense littérature la plus avancée, inspirée par Lassalle. Il y a l'association de Mulhouse. C'est un fait acquis. Vous en avez certainement entendu parler. Très vaguement. Non, vous dites cela, mais vous savez sûrement tout cela est aussi bien que moi. Bien entendu, je ne suis pas un professeur de sciences sociales, mais cela m'a intéressé, et vous devriez vous occuper de cette question si elles vous tiennent à cœur. Mais à quoi ont-ils abouti? Excusez-moi. Les propriétaires se levèrent et Sviazhsky, arrêtant une fois encore l'incursion indiscrète de Lévin dans son esprit, reconduisit ses hôtes. Chapitre 28. Lévin éprouva un ennui insupportable ce soir-là en compagnie des dames. Il était plus que jamais tourmenté par la pensée que ce mécontentement qu'il éprouvait actuellement n'était pas dû exclusivement à sa situation,
mais aux conditions générales de la vie en Russie. L'installation d'un mode de vie où les ouvriers feraient leurs tâches aussi gaiement que le moujik de tantôt était non un rêve, mais un problème qu'il fallait résoudre. Et il sentit qu'on pouvait résoudre ce problème et qu'il fallait s'y consacrer. Lévin prit congé des dames et promit de rester encore toute la journée du lendemain afin d'aller voir un cheval en compagnie de ses hôtes, un curieux éboulement qui s'était produit dans la forêt domaniale. Avant d'aller se coucher, Lévin entra dans le cabinet du maître de maison pour y prendre des ouvrages sur la question ouvrière que Sviazhsky lui avait proposée. Le cabinet de Sviazhsky était une énorme pièce entourée de bibliothèques, avec 2 tables, un bureau massif au centre de la pièce et un guéridon où étaient étalés en étoile autour de la lampe les derniers numéros de journaux et de revues en différentes langues. Le bureau était flanqué d'un casier aux tiroirs ornés de lettres dorées. Sviazhsky prit les volumes et s'installa dans un fauteuil à bascule. « Que regardez-vous » dit-il à Lévin, qui, debout près du guéridon, jetait un coup d'œil sur les revues. « Ah oui, il y a là un article très intéressant, » dit Sviazhsky, en voyant la revue que Lévin avait entre les mains. « Il paraît, » reprit-il avec enjouement, « que le principal responsable du partage de la Pologne n'est nullement Frédéric II. Il paraît que, et avec sa clarté habituelle, il narra brièvement ses découvertes récentes et pleines d'intérêt. Quoique Lévin fût surtout préoccupé d'agriculture, il se demandait, en écoutant son hôte, « Qu'y a-t-il en lui ? Et pourquoi ? Pourquoi s'intéresse-t-il au partage de la Pologne ?» Lorsque Sviazhsky eut terminé, Lévin lui demanda involontairement, « Et après ?» Mais il n'y avait rien après. L'article était intéressant, à un point c'est tout. Et Sviazhsky ne jugea pas utile d'expliquer pourquoi il était intéressant. « Ce qui m'a intéressé, moi, c'est ce vieux grincheux, » dit Lévin en poussant un soupir. « Il est intelligent. Il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit. » « Ah, laissez donc. C'est un adversaire endurci de l'émancipation, comme ils sont tous, » dit Sviazhsky. « Vous êtes à leur tête, cependant. »« Oui, mais je les mène dans une autre direction, » dit Sviazhsky en riant. « Une chose me frappe, » dit Lévin. « Il a raison lorsqu'il dit que nos rêves d'exploitation rationnelle sont irréalisables. On ne peut réussir qu'en pratiquant l'usure comme ce petit vieillard silencieux, ou par les moyens les plus simples. Qui en est responsable ? Nous-mêmes, bien entendu. D'ailleurs, il est inexact que l'on n'aboutisse à rien. Vassiltchikov obtient de bons résultats. Il a une usine. Je ne vois pas, au reste, ce qui vous étonne. Le peuple est à un degré si bas de développement matériel et moral qu'il doit évidemment s'opposer à toute innovation. En Europe, l'agriculture rationalisée prospère parce que le peuple est instruit. Il nous faut donc tout d'abord éduquer le peuple, c'est tout. Mais comment s'y prendre ? Pour instruire le peuple, 3 choses sont nécessaires. Des écoles et encore des écoles. Vous venez de dire vous-même que le peuple était trop arriéré, matériellement parlant. De quelle utilité peuvent être ici les écoles ? Savez-vous, vous me rappelez une anecdote. On donne des conseils à un malade. Vous devriez prendre un laxatif. J'ai essayé. Cela va plus mal. Des sangsues alors. J'ai essayé. Cela va encore plus mal. Bon. Il ne vous reste qu'à prier Dieu. J'ai essayé. C'est pire que tout. Ainsi, avec vous, je vous parle économie politique, socialisme, instruction. Vous répondez
exécrable. Mais à quoi servent les écoles? À créer de nouveaux besoins. Je n'ai jamais pu comprendre cela, repartit Lévin avec chaleur. Comment les écoles peuvent-elles aider le peuple à améliorer sa situation matérielle? Vous dites que les écoles, l'instruction feront... Vous dites que les écoles, l'instruction feront naître de nouveaux besoins dans le peuple. Ce sera encore pire, car il n'aura pas la force de les satisfaire. Parce qu'il connaîtra l'addition, la soustraction et le catéchisme, il pourra améliorer sa situation matérielle. Je n'ai jamais pu comprendre cela. Avant-hier soir, j'ai rencontré une femme qui portait un nourrisson, et je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a répondu: « Je reviens de chez la sage-femme. Le petit ne fait que crier. Je le lui ai porté pour qu'elle le soigne. » « Comment la sage-femme s'y prend-elle » lui ai-je demandé. « Elle met le petit sur un perchoir dans le poulailler, et elle dit quelques paroles. » Voilà. Vous m'apportez vous-même la réponse. Pour qu'elle ne mette plus son petit sur un perchoir, il faut, dit Sviazhsky en souriant gaiement. Ah non, riposta Lévin avec humeur. Vos remèdes ne valent pas mieux que celui de la sage-femme. Le peuple est pauvre et ignorant. Nous le voyons aussi sûrement que la paysanne voit son enfant pleurer. Mais pourquoi les écoles remédieraient-ils à ce mal... remédierait-elle à ce malheur, à la pauvreté et à l'ignorance? C'est aussi incompréhensible que le traitement du poulailler pour les crises de larmes d'un enfant. Je crois qu'il faut d'abord remédier à la misère. Sur ce point, vous rejoignez Spencer, que vous détestez tellement. Il dit aussi que la civilisation peut être la conséquence du bien-être et du confort, d'ablutions fréquentes, comme il dit, et non de l'art de lire ou d'écrire. Vous voyez, je suis enchanté, ou plutôt navré de me trouver d'accord avec Spencer, mais je sais cela depuis longtemps. Les écoles ne sont d'aucun secours. Ce qui est nécessaire, c'est une structure économique qui accroisse la richesse du peuple, lui laisse plus de loisirs. Alors, on construira aussi des écoles. Les écoles sont cependant obligatoires dans toute l'Europe. Vous aussi, vous êtes d'accord avec Spencer sur ce point ? Demanda Lévin. Mais dans les yeux de Sviazhsky passa la lueur d'effroi, et il dit en souriant: « Cette histoire de la paysanne est excellente. Vous l'avez entendue vous-même » Lévin comprit qu'il ne trouverait pas le lien qui unissait la vie et les pensées de cet homme. Il était clair qu'il lui était indifférent d'aboutir ici ou là par le raisonnement. Il n'avait besoin que de l'opération du raisonnement elle-même. Et il lui était désagréable que cette opération l'engageât dans une impasse. Il n'aimait pas cela et se dérobait alors, passant à un sujet plus gai. Toutes les impressions de cette journée, à commencer par celles qu'il avait éprouvées chez le moujik et qui servaient en quelque sorte de base à toutes ces impressions et pensées de ce moment, agitaient violemment Lévin. Ce charmant Sviazhsky, qui réservait ses idées à l'usage de la société, qui gardait par devers, lui, des principes tout différents, et qui, en même temps, avec une foule dont le nom est légion, dirigeait l'opinion publique au moyen d'idées qui lui étaient étrangères. Ce propriétaire aigri, dont les raisonnements étaient justes, parce que fruit d'une amère expérience, mais dont l'hostilité envers toute une classe de la Russie, la meilleure, était injustifiée. Son propre mécontentement de son activité et l'espoir de trouver un remède à tout cela, tout se fondait dans un sentiment d'angoisse et d'attente d'une solution prochaine. Demeuré seul dans la chambre qui lui avait été assignée, étendu sur son matelas à ressort qui, à chacun de ses mouvements, faisait rebondir ses bras et ses jambes, Lévin ne put fermer l'œil de longtemps. Aucun de ses entretiens avec Sviazhsky, malgré ce qui avait été dit d'intelligent, n'avait éveillé son intérêt.
Mais les arguments du propriétaire méritaient réflexion. Levin se rappelait toutes ces paroles et rectifiait en imagination les réponses qu'il lui avait faites. Oui, j'aurais dû lui dire. Vous prétendez que nos exploitations ne marchent pas bien parce que le moujik déteste tous les perfectionnements et qu'il faut les introduire d'autorité. Si la faisance valoir était partout en échec, vous auriez raison. Mais elle donne de bons résultats là où l'ouvrier agit conformément à ses habitudes, comme le vieux chez qui je me suis arrêté à mi-chemin. Notre mécontentement prouve que c'est nous qui sommes coupables, et non les ouvriers. Voilà de longues années que nous imposions les idées européennes, sans nous inquiéter de la nature des hommes qui travaillent pour nous. Essayons de voir dans la main-d'œuvre, non une force idéale, mais le paysan russe, avec ses instincts, et réformons nos entreprises suivant ce principe. Imaginez, aurais-je lui dire que votre exploitation se développe comme celle du vieux? Vous trouveriez le moyen d'intéresser les ouvriers au rendement de leur travail, et vous leur feriez admettre un certain nombre de perfectionnements. Alors, sans épuiser la terre, vous obtiendrez 2 ou 3 fois plus qu'avant. Divisez-la en 2, donnez-en la moitié aux paysans. Vous y trouveriez votre compte. Pour obtenir cela, il faut abaisser le niveau de l'entreprise et intéresser les ouvriers à son succès. La réalisation est une question de détail, mais c'est certainement possible. Cette idée mit Levin dans une grande agitation. Il passa la moitié de la nuit sans dormir, réfléchissant aux moyens d'exécuter son plan. Il n'avait pas l'intention de partir le lendemain, mais cette fois, il décida qu'il s'en retournerait chez lui de bon matin. De plus, la belle-sœur, avec sa robe décolletée, éveillait en lui un sentiment proche de la honte et du repentir, comme s'il avait commis une mauvaise action. Et surtout, il lui fallait partir sans délai pour exposer ses nouveaux projets au moujik avant les semailles d'automne et asseoir tout son système sur de nouvelles bases. Chapitre 29. L'exécution du plan de Levin présentait beaucoup de difficultés. Cependant, il se démena si bien qu'il parvint non à ce qu'il désirait, mais à la conviction que l'entreprise méritait la peine qu'il s'était donnée. Une des principales difficultés venait du fait que son exploitation était déjà en train et qu'il lui était impossible d'arrêter tout et de reprendre depuis le commencement. Il fallait transformer la machine en marche. Lorsque, le soir de son arrivée, il fit part de ses plans à son intendant, celui-ci accueillit avec une satisfaction non dissimulée la partie de son discours qui démontrait que tout ce qui avait été fait jusqu'à présent était absurde et improductif. L'intendant dit qu'il avait souvent tenu de semblables propos, mais qu'on n'avait pas voulu l'écouter. Quant à la proposition que lui faisait Levin de s'associer à l'ensemble de l'entreprise avec les paysans, il n'y répondit qu'en prenant un air chagrin et parla aussitôt de la nécessité de rentrer dès le lendemain les dernières meules de seigle et de commencer le second labour. Levin comprit qu'il avait mal choisi son moment. Quand il fit part aux paysans de ses nouveaux projets, il se heurta à un autre obstacle. Ces hommes étaient trop absorbés par leur travail quotidien pour avoir le temps de peser les avantages et les inconvénients de l'entreprise. Un paysan naïf, le berger Ivan, parut comprendre parfaitement l'offre de Levin de participer avec sa famille aux bénéfices de la basse-cour, et montra sa sympathie pour ce projet. Mais lorsque Levin voulait lui énumérer ses avantages futurs, le visage d'Ivan exprimait la crainte et le regret de ne pouvoir l'écouter jusqu'au bout. Il se trouvait aussitôt quelques tâches urgentes à remplir. Il rajoutait du foin dans les stalles,
aller chercher de l'eau ou enlever le fumier. Un autre obstacle était la méfiance invincible des paysans. Ils ne pouvaient croire que leur maître n'eût d'autre projet que de les gruger le plus possible. Ils restaient convaincus que son véritable but, quels que fussent les propos qu'il leur tint, leur resterait caché. Eux-mêmes, lorsqu'ils donnaient leur opinion, n'avouaient jamais leur véritable but. Outre cela, Lévin sentait combien le propriétaire bilieux avait raison. La première condition que les paysans posaient était de ne pas être obligés de se conformer à de nouvelles méthodes, ni d'employer de nouvelles machines. Il convenait que la charrue labourait mieux et que l'extirpateur faisait du bon travail. Mais il trouvait 1000 raisons pour ne jamais utiliser ni l'une ni l'autre. Et quoique Lévin fût convaincu de la nécessité d'abaisser le niveau de l'agriculture, il éprouvait du regret à renoncer à des perfectionnements dont l'utilité était tellement évidente. Malgré toutes ces difficultés, il parvint à son but, et pour l'automne, la réforme était amorcée. Ce fut du moins son impression. Au début, Lévin songea à remettre toute l'entreprise, telle qu'elle était, entre les mains des paysans, des ouvriers et de son intendant. Il dut bientôt reconnaître que c'était impossible, et décida à subdiviser son domaine. La basse-cour, le jardin, le potager, les prés, les champs, divisés à leur tour, devaient constituer des lots séparés. Le berger Ivan, qui paraissait comprendre les idées de Lévin mieux que les autres, réunit un artel composé principalement de sa famille, et fut intéressé au rendement de la basse-cour. Un champ lointain, qui était resté en friche pendant 8 ans, fut réparti avec l'aide du charpentier Fedor Rezunov entre 6 familles de paysans, et le moujik Chouyarev se chargea de tous les potagers. Le reste du domaine resta exploité selon les anciens usages, mais ces 3 lots furent le point de départ d'une nouvelle organisation. Elle absorbait tout l'intérêt de Lévin. À vrai dire, la basse-cour n'était pas mieux tenue que par le passé, et Ivan refusait obstinément de tenir les vaches au chaud et d'écrémer le lait, prétendant que les vaches dans une étable froide consommaient moins de fourrage et que le lait épais donnait un beurre plus avantageux. Il exigeait ses gages, comme dans l'ancien temps, et semblait parfaitement indifférent au fait que cet argent représentât non des gages, mais un acompte sur un intérêt. La communauté de Fedor Rezunov ne laboura les champs qu'une fois, au lieu de 2 comme il était convenu, sous prétexte que le temps pressait. Bien qu'ils eussent accepté de commencer à travailler sur de nouvelles bases, les paysans de ce groupe continuaient à croire qu'ils exploitaient la terre de compte à demi. Plusieurs fois, Rezunov, en tête, ils proposèrent à Lévin de lui payer un bail. Ainsi, vous seriez plus tranquille et nous serions plutôt quittes, lui disait-il. Ils remirent sous différents prétextes la construction d'une étable et d'une grange qu'ils firent traîner jusqu'à l'hiver. Chouraïev voulut partager les potagers avec les paysans. Il semblait s'être mépris à dessein sur les conditions auxquelles on lui avait confié la terre. Lorsqu'il s'entretenait avec les moujiks et leur exposait tous les avantages de son projet, Lévin sentait qu'il ne l'écoutait que d'une oreille distraite, en se jurant bien de ne pas se laisser prendre à ses pièges. Il avait surtout cette impression lorsqu'il parlait avec le plus intelligent d'entre eux, Rezunov, et voyait dans ses yeux une lueur d'ironie et d'assurance que, si quelqu'un devait être trompé, ce ne serait pas lui, Rezunov. Malgré tout cela, Lévin pensait que la réforme était amorcée, et qu'en tenant des comptes serrés et en persévérant, il démontrerait à la longue aux paysans les avantages de cette organisation. Ensuite, l'exploitation marcherait toute seule. Ces travaux,
joint à la direction du reste du domaine et à ses recherches de cabinet pour son livre, occupèrent tout son été, et Lévin n'alla chasser que rarement. À la fin d'août, il apprit par un homme qui était venu lui rapporter la selle que les Oblonski étaient retournés à Moscou. Il sentait qu'en négligeant de répondre à la lettre de Maria Alexandrovna, il ne pouvait se rappeler cette impolitesse sans rougir de honte. Il avait brûlé ses vaisseaux, et ne pourrait jamais retourner chez eux. Il avait agi exactement de même avec les Sviazhsky en les quittant sans prendre congé d'eux. Il ne pourrait jamais plus se présenter chez eux. Maintenant, cela lui était bien indifférent. La réforme de son exploitation absorbait toute son attention. Il lut les livres que lui avait donnés Sviazhsky, en fit venir d'autres et parcourut des ouvrages d'économie politique et sociale sur la question qui le préoccupait. Comme il s'y attendait, il n'y découvrit rien qui se rapportât à la tâche qu'il avait entreprise. Dans les ouvrages d'économie politique, dans 1000, par exemple, qu'il dévora en premier avec ardeur, espérant à chaque instant trouver la solution des problèmes qui l'intéressaient, il eut l'exposé de lois déduites de la situation de l'économie rurale en Europe. Mais il ne voyait nullement pourquoi ces lois, inapplicables en Russie, devaient être générales. De même pour les livres de sociologie, ou bien c'étaient de belles utopies irréalisables, ou des correctifs apportés à la situation de l'Europe, avec laquelle la Russie n'avait rien de commun. L'économie politique disait que les lois selon lesquelles s'était développée et se développait la richesse de l'Europe étaient des lois universelles et absolues. La sociologie enseignait qu'une évolution qui se pliait à ces lois conduisait à la ruine. Et ni l'une ni l'autre, non seulement ne donnait de réponse, mais même ne faisait la plus petite allusion à ce que lui, Lévin, tous les moujiks et les propriétaires russes devaient faire de leurs millions de bras et d'arpents afin qu'ils contribuent davantage au bien-être général. Maintenant qu'il s'était attaqué à cette tâche, il lisait consciencieusement tout ce qui se rapportait à son sujet et projetait de se rendre l'automne suivant à l'étranger pour étudier encore la question sur place et pour qu'il ne lui arrivât plus ce qui lui arrivait si souvent pour d'autres questions. Dès qu'il commençait à comprendre la pensée de son interlocuteur et à lui exposer la sienne, on lui disait soudain « Et Kaufmann, Jones, Dubois, Miseli, vous ne les avez pas lus ? Lisez-les donc. Ils ont approfondi cette question. » Il voyait maintenant clairement que Kaufmann et Miseli n'avaient rien à lui dire. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Il voyait que la Russie possédait des terres admirables et d'excellents ouvriers. Que, dans certains cas, comme chez le vieux moujik chez qui il s'était arrêté pendant son voyage, la terre et les ouvriers produisaient beaucoup, mais que, le plus souvent, lorsque le capital était employé, comme en Europe, il produisait peu. Cela venait uniquement de ce que les ouvriers désiraient travailler, et ne travaillaient vraiment bien qu'à leur manière. Cette opposition n'était pas accidentelle, mais permanente, et elle avait ses fondements dans l'esprit même du peuple. Il pensait que le peuple russe, dont la vocation était d'occuper et de se cultiver des espaces immenses jusque-là déserts, s'en était toujours tenu jusqu'à ce que toutes les terres fussent occupées, à ces traditions nécessaires, et que ces usages étaient loin d'être aussi mauvais qu'on le pensait habituellement. Il voulait démontrer cela théoriquement dans son livre, et pratiquement dans son exploitation. Chapitre